Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, bien sûr, que nous recevons dans nos studios le docteur Koné Idrissa, avec qui déjà nous avons commencé une série d'émissions. Nous sommes à la 4e émission sur la série de 5. Avec le docteur Koné Idrissa, nous parlons de ce que nous avons intitulé Success Story. En tant qu'aventurier, le docteur est venu ici et sans se faufiant. C'est ce qui me plaît le plus en lui, il le dit à qui veut l'entendre. Il a commencé terre à terre et aujourd'hui le docteur est professeur d'université et il voudrait que tout le monde entier connaisse son histoire, sache son histoire, parce qu'il veut faire de son histoire une contagion autour de lui, de sorte à ce que demain nous ayons plusieurs docteurs connus. Ce soir, nous allons parler du principe de la vérité, nous allons parler des résolutions des conflits, mais avant d'arriver aux résolutions des conflits, nous allons parler des mots des conflits, nous allons diagnostiquer les conflits. Qu'est-ce qui amène au conflit? Et une fois qu'on a fait le diagnostic, comment en trouver le médicament? Bonsoir docteur. Bonsoir Germain, quel plaisir de vous revoir. Bonsoir aux téléspectateurs d'Ivoire TV, c'est un grand plaisir de vous revoir en 2017. Et je pense qu'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de pouvoir discuter un sujet très important et qui fait partie de la vie quotidienne de chacun de nous ici au niveau de la diaspora et en Afrique. Donc, je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors, docteur, avec votre permission, oui. C'est notre première émission de l'année. Je voudrais vous souhaiter bonne heureuse année 2017. Merci beaucoup. Je voudrais aussi souhaiter bonne heureuse année à tous nos auditeurs, tous nos amis d'Ivoire TV dans le monde entier. Et sachez que grâce à vous, grâce à vos efforts, vous avez pu hisser aujourd'hui Ivoire TV au stade où cette télévision sur la toile se trouve. Ivoire TV, c'est plus de 70 000 personnes qui nous suivent sur YouTube. C'est près de 90 000 personnes qui nous suivent selon nos chiffres au niveau de l'administration et grâce à vous. Je voudrais saluer nos amis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient en première position. La France vient en deuxième position. Je voudrais vous saluer. Nous allons prendre l'habitude maintenant de saluer nos amis d'Ivoire TV dans le monde entier. Je voudrais une salutation toute particulière pour mon frère et ami. Il est aussi animateur de radio, propriétaire de radio, JC de la radio JC66 de la Lausanne en Suisse, qui me permet chaque dimanche d'intervenir sur sa radio et qui fait aussi la publicité d'Ivoire TV. JC, merci pour cet engouement que tu accordes à Ivoire TV sur ta télévision tous les dimanches depuis la Lausanne en Suisse. Docteur, c'est le début de l'année. Est-ce que vous avez, avant que nous ne commencions l'émission, est-ce que vous avez des vœux à présenter? Oui, mes vœux c'est que je souhaite que les Africains de la diaspora, les Africains en Afrique, je leur souhaite succès dans toutes les entreprises. Et je dis toujours que le succès, on peut bien souhaiter le succès aux gens, mais le succès, il y a des principes, il faut les apprendre, il faut les appliquer. Et le souhait n'est pas suffisant pour pouvoir réussir, il faut savoir que faire pour réussir. Et donc, je voudrais dire merci à Ivoire TV pour nous donner l'occasion de pouvoir éduquer, de pouvoir former notre communauté et de pouvoir leur permettre de pouvoir apprendre quelque chose et de pouvoir vivre une meilleure vie. Donc, Ivoire TV est un channel qui est vraiment suivi et nous sommes fiers d'Ivoire TV. Merci encore pour ce que vous faites. C'est un honneur pour nous tous qui sommes ici aux États-Unis et ceux qui nous suivent un peu partout. Merci encore et c'est un plaisir d'être là. Donc voilà. Alors docteur, comme je le disais en introduction, c'est vrai que chemin faisant, on aura le temps de remercier d'autres personnes. Voilà, comme je le disais en début de mission, success story. Oui. Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit encore aujourd'hui. S'il y a quelque chose, un aspect qui me plaît le plus en vous, parce que on sait qu'il y a des immigrants ici qui viennent et qui cachent un peu leur départ. Mais vous, depuis la première émission, vous avez dit non, mettez mon départ en ligne, il faut que tout le monde sache que dans la vie, par abnégation, par persévérance, auréolé d'un certain courage, on peut toujours arriver où vous voulez hisser, bien sûr, vous voulez accrocher votre chemise. Vous êtes parti pratiquement de rien du tout.
Il n'est point besoin de le rappeler, mais on va le faire. Oui. Vous avez été balayeur, vous avez été ramasseur de poubelles, vous avez été gardien. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'université. Oui. Vous avez des relations avec les Nations Unies. Oui. Vous dirigez une cellule de paix. Donc, on va parler aujourd'hui du principe de la vérité. Oui. On va parler aussi des résolutions des conflits qui étaient en fait le sujet de votre thèse. Bien sûr. Alors, docteur, succinctement, est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau de la société, nous allons essayer de partir un peu stricto sensu, oui. au niveau de la communauté. Oui. Quels sont les mots, selon vous, qui causent des problèmes? Et après, on va donner un peu les médicaments pour arriver aux résolutions des conflits. Okay. Quels sont, généralement, selon votre analyse et selon les recherches que vous avez faites, le dénominateur commun au niveau des conflits? Ok, merci beaucoup, Germain. C'est une très bonne question. Je suis passionné parce que je suis passionné de la recherche sur la résolution des conflits parce que moi-même, je suis un produit des conflits. Vous savez que en 2002, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire et j'étais une victime de cette guerre. Et je me suis retrouvé au centre d'une situation très complexe où j'étais arrêté, emprisonné parce que mon nom était similaire à un nom d'un rebelle que les gens recherchaient. Donc j'ai été arrêté, emmené en prison et puis il y avait plein de choses qui sont en train de courir autour. Donc je suis un produit du conflit. Et je pense que ça n'a pas commencé là, depuis mon bas âge. Je me rappelle le premier conflit que j'ai observé, c'était lorsque j'avais, je crois, autour de 5 ans, 6 ans, je me rappelle très bien. Ma grande soeur et mon grand frère, en fait, se battaient. Ça, c'est dans, dans toutes les familles. Donc, mais attention, c'était tragique, parce qu'en réalité, mon grand frère, je vais être honnête ici, parce que c'est du principe de la vérité dont on parle, a utilisé une machette pour, en fait, frapper ma grande soeur sur la tête et puis elle saignait. Et donc, j'étais là, j'avais, je crois, 5 ans, 6 ans et j'observais et je ne savais pas quoi dire. Donc, j'ai crié et puis les voisins sont venus, ils l'ont prise et puis l'ont amenée à l'hôpital. Mais depuis ce temps, j'ai commencé vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé à se passer parce que c'était un traumatisme en réalité. Et plus tard dans ma vie, j'ai aussi observé des situations où il y a un groupe de jeunes qui ont attaqué, je crois, un pasteur d'une église parce que ce pasteur était, je crois, en train d'évangéliser certaines personnes qu'ils ne trouvaient pas normales. Donc ils ont attaqué et puis ils l'ont brutalisé. Et je crois qu'un imam est venu à son secours pour dire attention, vous ne devrez pas faire ce genre de choses, quelle que soit la situation. Et je crois que j'avais 9 ans, 10 ans en ce moment. Donc j'ai observé ces scènes-là. Et depuis ce temps, en ajoutant à cela le conflit ivoirien en 2002, j'ai observé que les êtres humains sont des êtres humains qui sont continuellement dans l'esprit du conflit. Donc, quand je suis venu aux États-Unis, je voulais comprendre en fait pourquoi nous sommes toujours en conflit, pourquoi nous sommes toujours en guerre, pourquoi et quelles pouvaient être les solutions pratiques pour qu'on puisse avoir un monde de paix, une nation de paix, une communauté de paix. C'est ça en fait qui m'a encouragé à aller étudier en fait dans ce domaine-là. Et j'ai fait mon doctorat en paix et justice sociale. Et mon thème était spécifiquement de comprendre les causes, l'impact du conflit ivoirien sur la diaspora. J'ai rencontré les leaders des communautés, les religieux, les leaders de communautés, d'associations, et j'ai discuté avec eux et je suis venu avec des résultats que je souhaiterais vraiment présenter à toute la communauté un jour, spécialement aux leaders de la communauté, parce qu'on n'en a pas eu l'occasion, pour que ça puisse aider la communauté à aller de l'avant. Parce que c'est ça mon objectif. Et donc, pour revenir à votre question, quelles sont les causes? Je dirais que les causes sont générales.
Walter Brodden, qui est un psychologue, a fait des recherches dans le domaine des relations humaines et s'est rencontré que l'être humain naturellement réagit de deux manières. Chaque fois qu'il se sent menacé ou blessé, il y a deux choses qui se passent. Soit il attaque la personne qui le menace ou qui cherche qui l'a blessé. Il est toujours sur la défensive. Ou il fuit quand il sait qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir se défendre. Ce sont les deux possibilités qui sont là. C'est une défense psychologique, et un mécanisme psychologique et biologique. Les gens fuient ou attaquent. Ce sont les deux options qui sont là. Et donc, c'est comme ça que l'être humain a été vu pendant des années et des années concernant les relations humaines. Voilà pourquoi on a toujours pensé qu'il était pratiquement impossible de créer une relation avec les gens, une relation de paix et d'harmonie avec les gens. On a pensé que les conflits n'allaient jamais finir en fonction de ça. Et l'être humain convenait de l'animal, et donc il allait toujours réagir de cette façon lorsqu'il se sent attaqué. Mais en vérité, le principe de la vérité, c'est que l'être humain a une troisième alternative. Et cette troisième alternative, c'est qu'elle ne fuit pas, elle ne s'éloigne pas, elle n'attaque pas, mais elle choisit de guérir la personne qui l'attaque. Et dans ce contexte-là, je parle bien des contextes des relations humaines, dans ce contexte-là, cet être humain devient un faiseur de paix. Maintenant, je voudrais ouvrir là pour qu'on puisse aller avec beaucoup plus de questions. Mais bien sûr, au niveau de la communauté, oui. Au niveau de la communauté, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons partir dans un sens stricto oui. sensu. Oui. Au niveau de la communauté, je sais que, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, vous avez fait beaucoup de recherches. Oui. Et on sait bien sûr que les Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire sont diseurs, faiseurs d'histoire. Oui. Alors, qu'est-ce qui est ressorti dans toutes les recherches que vous avez faites? Okay. Quels sont les points saillants de vos recherches qui sont source de discorde au niveau de la communauté? Parce que je sais aussi, une fois hors micro, vous me disiez que nos autorités vous ont contacté, surtout le consul général. Voilà, vous a contacté, qui a demandé bien sûr votre aide à pouvoir régler voilà, ces problèmes-là, ces distances au niveau de la communauté ici, parce que c'est un problème qui est très criade. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? Je veux que vous me donniez ici le point saillant de vos recherches. Qu'est-ce qui est pratiquement ressorti, en dehors des 3 points que vous avez évoqués, qu'est-ce qui est ressorti qui cause cette division au niveau des Ivoiriens vivant d'abord ici aux États-Unis? D'abord, je voudrais dire que quand vous regardez la communauté ivoirienne, vous voyez que la communauté ivoirienne est diverse. Elle est diversifiée, disons. Et la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. Parce que quand vous regardez la démographie de la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a différentes cultures qui sont représentées. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ces cultures-là se sont transposées au niveau de la diaspora. Donc les gens vivent dans la diaspora, mais en même temps, ils sont dans leur propre culture. Et si vous vous souvenez très bien, j'ai dit toujours qu'on ne règle pas les problèmes à partir des cultures. C'est vrai que c'est important pour pouvoir donner un sens à la vie, mais les problèmes se règlent en fonction des principes. Donc le principe de la vérité en réalité, c'est quoi? C'est de nous permettre de voir de façon objective la réalité. La vérité, en fait, se définit comme étant une réalité objective. Mais en réalité, les cultures dans lesquelles dont nous venons sont des cultures qui ont des vérités subjectives. C'est-à-dire que ce sont des cultures qui sont seulement dans le cadre ce sont les vérités qui sont dans le cadre de cette culture-là. Donc, quand j'ai fait en fait ma recherche, je me suis rendu compte que chaque organisation, en fonction de leur culture, de leur religion, voyait le même problème différemment. Parce que c'est ça la question. Et l'une des questions que je cessais de ressortir, c'était quelle est la cause principale du conflit ivoirien.
Et les religieux, par exemple les musulmans, ceux qui étaient musulmans avaient une tendance un peu plus rapprochée, ceux qui étaient chrétiens avaient d'autres tendances un peu plus rapprochées, et ceux qui étaient d'autres cultures, en fonction de ces cultures-là, avaient des réponses différentes. Cela veut dire quoi? Que ce sont des vues subjectives du même problème. Donc en réalité, chaque fois que des êtres humains viennent ensemble, en fonction de leur culture, de leurs expériences du passé, ont une description subjective du problème lui-même. Comment arriver à canaliser Oui. un peu ces différentes positions Oui. Par rapport à l'homme? Parce qu'on ne va pas sur la base du principe. Oui. On va sur la base de l'homme, Oui. de la position subjective. Alors oui. comment est-ce que d'abord canaliser cette position subjective, oui. ou bien comment carrément éliminer oui. cette position subjective pour arriver à une position complètement objective, oui. pour faire ressortir le principe Yeah. de la vérité? Bien sûr. D'abord, il faut que les gens comprennent que leur position est subjective. Leur perception de la réalité est subjective. À ce moment-là, est-ce qu'on ne part pas sur la base du faux déjà? Parce que si moi j'aime le docteur Koné, peu importe ce que le docteur Koné va dire, peu importe les actions négatives du docteur Koné, je serai toujours pour le docteur Koné. Donc oui. déjà là, il y a un faux dès le départ. Oui. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle n'est pas complètement objective, elle est subjective, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que c'est votre perception de la réalité. Mais en même temps, il faut reconnaître que ma perception de la réalité n'est pas la vérité absolue. Absolument. Ce n'est pas le principe, parce que le principe est universel, le principe est absolu, le principe est accepté par tous. À partir du moment où chaque culture, chaque leader, chaque communauté comprendra que nous ne sommes pas dans la vérité absolue. Ce que nous voyons est une perception. Est-ce que la vérité absolue existe, docteur? La vérité absolue, dans ce contexte spécifique, c'est que nous acceptons que nous avons des vérités subjectives. Si j'accepte que votre perception de la réalité est différente de la mienne et que ma perception de la réalité est différente de la tienne, en ce moment, ça devient une vérité absolue. C'est sur ce fondement-là que nous commençons à naturellement dialoguer. À partir du moment où on n'accepte pas ça, il n'y a même pas d'opportunité pour le dialogue. Donc, parce que je vais vouloir toujours imposer ma perception de la réalité aux autres. Donc ça veut dire que si on part sur la base d'une dissertation, oui. Voilà, il y a la thèse, oui. Il y a l'antithèse, oui. Et puis il y a la synthèse. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Allez-y, docteur. Donc comme je le disais, il faut comprendre que ce que nous voyons n'est qu'une projection de nous-mêmes. Ça c'est très important. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Les gens pensent que ce qu'ils voient, c'est ce qui est. Ce n'est pas vrai. Et donc, quand nous refusons d'accepter que ce que nous voyons n'est pas nécessairement ce qui est, nous voulons l'imposer aux autres. Voilà pourquoi les gens sont dans des arguments en un point fini. C'est ce qui cause les conflits. C'est ce qui cause les conflits. Donc, à partir du moment où nous acceptons que notre perception de la réalité est subjective, elle vient de notre culture, de nos expériences du passé, en ce moment-là, nous pouvons maintenant écouter l'autre pour le comprendre. Donc, chaque fois que nous entrons dans une relation, nous avons plutôt tendance à comprendre la subjectivité de l'autre au lieu de chercher à imposer notre subjectivité. Et quand nous rentrons dans cette dynamique, c'est ce que nous appelons le dialogue. Le dialogue est différent du débat. Dans le débat, on veut prouver que l'autre a tort et que nous avons raison. Docteur, est-ce que vous pouvez un temps soit peu revenir sur ce que vous venez de dire et puis élaborer davantage? Okay. Le dialogue est différent du débat. Combien aujourd'hui comprennent cela? Oui. Voilà, parce que en fait, c'est ce qui cause aussi les conflits. Bien sûr. Parce que si vous et moi, nous sommes en train d'argumenter, chacun argumente sa position, oui. Moi je ne peux pas automatiquement savoir si nous sommes dans un dialogue ou si nous sommes en train de débattre. Yeah. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus? D'abord, le point de départ, c'est de comprendre que le débat, l'esprit dans le débat, c'est qu'on accepte quelque part que nous avons la vérité absolue. Et que ce que nous voyons doit être
imposée à tous. Et donc nous cherchons à imposer cela aux autres. Toute notre argumentation, c'est de pouvoir convaincre l'autre que nous avons raison et qu'elle a tort. Vous voyez cet esprit-là? Et voilà pourquoi les gens ne finissent jamais les débats. Mais le plus grave dans les débats, c'est que les gens en finissent blessés. Et c'est à quel moment intervient ici le mensonge? Le mensonge... Parce que si moi je veux vous convaincre que j'ai raison, oui, ça veut dire que je serai obligé certainement de passer par le mensonge. À quel moment intervient ici le mensonge? Quand on est limité dans nos arguments, et puisqu'on veut coûte que coûte avoir raison, on va chercher d'autres moyens. Comme Alpha Blondy le disait à une omission, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, mais si le mensonge me permet de tirer d'affaire, je ne veux pas hésiter à l'utiliser. Voilà pourquoi nos politiciens ont toujours des problèmes. Nous sommes faiseurs de paix, donc nous regardons les choses d'une autre façon. Le dialogue, c'est l'écoute. Le dialogue, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous, mais je vous écoute pour vous comprendre. Je veux comprendre pourquoi vous voyez les choses telles que vous les voyez. Est-ce que les gens savent véritablement écouter sans interrompre? Parce que la plupart du temps, quand vous parlez à quelqu'un, il voit, comme vous le disiez tout à l'heure, il voit plutôt ce que lui, il pense à ce que lui, il a envie de dire. Bien sûr. Ça veut dire qu'automatiquement, il va bloquer, il va faire la sourde oreille sur ce que vous dites. Absolument. Est-ce qu'on sait véritablement écouter et comment savoir écouter? Vous savez que ma thèse, c'était simplement l'écoute active. Comment l'écoute active aide à la résolution des conflits. On n'écoute pas en réalité. On écoute dans l'objectif de répondre et de pouvoir faire, dire que non, tout ce que vous dites là, vous avez tort. Donc, l'écoute, quand vous interrompez quelqu'un, vous êtes en train de lui dire que ce qu'il est en train de dire n'est pas important. Ce n'est pas nécessaire. Donc, en réalité, ceux qui savent écouter n'interrompent pas. Ils écoutent d'abord et ils posent des questions pour mieux comprendre. Et quand ils finissent de poser des questions qu'ils ont compris, ce que vous êtes en train de dire, maintenant ils peuvent dire, est-ce que je peux partager mon point de vue? Et le secret dans ça, pour résoudre les conflits entre les individus, les communautés, c'est d'avoir la force nécessaire de paraphraser ce que l'autre a dit. Parce qu'on pense qu'on comprend ce que l'autre dit. Ce n'est pas toujours vrai. Tant que vous n'avez pas paraphrasé, et que la personne dit, par exemple, si je vous dis, Germain Kwasi, est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? J'ai cru entendre que les problèmes que nous rencontrons sont dus au fait que nous ne nous écoutons pas. À partir du moment où Germain Kwasi affirme, parce que ça c'est paraphrasé, en ce moment il y a un dialogue qui a commencé. Parce que très souvent, il n'y a pas d'écoute, pas du tout. Les gens viennent dans les réunions, dans les organisations, dans le but d'imposer leur point de vue. C'est tout. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils voient, c'est la vérité. Mais attention, c'est une vérité. Ce n'est pas la vérité. Parce que votre expérience n'est pas mon expérience. Votre perception de la réalité n'est pas ma perception de la réalité. Et tant que je ne vous écoute pas, je ne pourrai jamais comprendre pourquoi vous voyez les choses de cette façon. Voilà un peu les causes profondes des conflits. Alors, docteur, vous avez tout à l'heure utilisé le mot résoudre. Oui. Donc, ce qui automatiquement nous entraîne dans la deuxième partie, parce que nous avons fait un peu l'ébauche des causes des conflits. Oui. Les conflits sont présents. Oui. Il faut les résoudre. Oui. Quel est, selon vous, selon votre expertise, les mécanismes à mettre en place pour résoudre ces différents conflits? Ok. D'abord, il faut comprendre l'homme. Okay? L'être humain, il faut comprendre qui est l'être humain. L'être humain répond à... Il y a trois niveaux. L'être humain émotionnellement, parce que quand on parle des conflits, il faut voir l'aspect émotionnel aussi. Parce que les gens qui utilisent la violence et tout ça, c'est des aspects émotionnels, la colère. L'être humain, il y a trois niveaux de relations. Trois niveaux de relations. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau d'indépendance émotionnelle. C'est-à-dire quoi?
Il y a des gens, dans votre relation avec ces gens-là, ils sont très dépendants émotionnellement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont l'incapacité de pouvoir comprendre les autres. Ils n'ont pas cette capacité-là. Capacité, disons. Et ces gens de personnes sont tellement beaucoup impulsifs et ils ont tendance à prendre toutes les choses de façon personnelle. Toutes les petites choses les offensent. Et ils ont tendance à se venger. Donc, s'il y a une situation, par exemple, que vous dites quelque chose que je n'aime pas, Germain, quoi si, au lieu d'aller vers vous pour parler avec vous, je décide de ne plus vous parler. Non, je ne parle plus à Germain, quoi si, c'est terminé ça. Parce que ce qu'il a dit de moi là, je n'aime pas ça. Ça, c'est l'indépendance émotionnelle. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle en fait, le premier niveau c'est la dépendance émotionnelle. Le deuxième niveau c'est l'indépendance émotionnelle. Ceux qui sont indépendants émotionnellement ont la capacité de dialoguer. Ce sont des gens qui peuvent maîtriser leur colère. Ce sont des gens qui peuvent se surpasser. Ce sont des gens qui ont la capacité à demander pardon. Ce sont des gens qui savent que ce qu'ils voient n'est pas forcément ça et qu'ils peuvent avoir tort. Ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement, qui ne résolvent pas les problèmes avec la violence. Ils sont indépendants émotionnellement. Et ce sont ce genre de personnes-là qui peuvent rentrer en interdépendance. Parce que l'interdépendance, c'est pour les gens qui sont indépendants. Si tu es dépendant émotionnellement, tu auras beaucoup de problèmes pour pouvoir effectivement résoudre les conflits. Voilà pourquoi on ne peut pas résoudre les problèmes auxquels la communauté est confrontée sans formation. La formation dans le domaine du leadership est essentielle pour les gens de comprendre où ils sont émotionnellement. Je ne l'ai pas inventé, ce sont des recherches scientifiques. Voilà pourquoi même dans un couple, quand les deux individus qui sont dépendants émotionnellement viennent ensemble, les possibilités de divorce sont plus grandes. Parce que c'est des gens qui ont une difficulté à pardonner, c'est des gens qui prennent tout personnellement et ils sont prêts à attaquer les autres. Et quand ces deux personnes sont à ce niveau-là, ils finissent par utiliser la violence pour résoudre leurs problèmes. Donc voilà, pour moi, après toutes ces recherches, je me suis rendu compte que nos leaders de la communauté ont besoin de formation. Même s'ils ne pensent pas qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de formation pour être conscients de leur état émotionnel. Il y a un ami qui me disait, qui est pasteur, qui me disait que dans son église, les gens quittent. Il aide les gens, mais les gens quittent. Je leur ai dit, est-ce que tu as regardé profondément les raisons pour lesquelles les gens quittent? Peut-être que ta manière de ta relation avec eux n'est pas peut-être saine. Elle n'est pas saine. Parce que très souvent, on ne fait pas de mea culpa. Hein? À partir du moment où on voit le problème dehors, ça veut dire qu'on ne fait pas de mea culpa. Chaque fois qu'il y a un conflit, on doit toujours se regarder soi-même. Vous voyez les grands leaders tels que Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., l'Africain Mandela. Mandela spécifiquement a fait 27 ans en prison, torturé, frappé, humilié. Quand il est sorti de la prison, il a demandé à ses ennemis, venons, asseyons-nous et parlons de ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, ce sont des gens qui ne fuient pas, qui n'attaquent pas, mais qui guérissent. Ce sont des faiseurs de paix. Je voudrais, pour revenir un peu sur le cas Mandela, oui. Je suis en train de lire un livre sur Mandela, Le long chemin de la vérité, écrit par M. Dambélé, qui vit au Canada. Et c'est en fait une pièce de théâtre. Oui. Et Mandela a été emprisonné beaucoup plus à la prison de Robben Island. Oui. Et le directeur de la prison s'appelait James Gregory. Okay. Il les a torturés. Et à un moment donné, quand James a perdu son fils, ils sont allés lui présenter leurs condoléances, les prisonniers.
Et Mandela a dit à Walter Sisulu Oui. qu'il voudrait qu'il fasse la paix avec James Gregory qui les a torturés. Oui. Et Walter Sisulu s'est levé pour dire non. Oui. Il a fait des histoires avec Mandela. Mandela a dit non. Ça. Il faut savoir aller vers l'ennemi. Mhm. Il faut créer le dialogue parce qu'à la fin, cet Oui. ennemi sera notre ami. C'est ça. Et en fait, quand Nelson Mandela est devenu le président de l'Afrique du Sud, Oui. c'est Gregory, James Gregory qui l'a annoncé ce jour-là, Bien sûr. en présence du président de Klerk, Oui. et puis de Walter Sisulu, et puis bien d'autres personnes. Donc, en fait, c'est pour appuyer un peu vos propos, quand vous Oui. avez pris l'exemple de Nelson Mandela, Oui. pour aller toujours dans le sens du dialogue. C'est ça. Donc, mon appel aux leaders de la communauté ivoirienne aux États-Unis, c'est que il faut qu'on accepte que la vérité n'est pas dans la main d'une certaine communauté. La vérité est dans, la vérité, c'est quand on va accepter que nous sommes des êtres subjectifs et que notre perception de la réalité est subjective. Et que c'est quand on accepte ça qu'on découvre la vérité. Parce qu'en ce moment, on devient humble et on a la capacité d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. Et ensemble, on trouve des solutions pour pouvoir aller de l'avant. Et je suis vraiment triste de voir que en Côte d'Ivoire, par exemple... Vous allez vous poser la dernière question. Oui. Comment voyez-vous aujourd'hui tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport à votre expérience, par rapport à votre expertise? Oui. Malheureusement, ce que je vois en Côte d'Ivoire, c'est que c'est le même cycle d'échecs qu'on est en train de rencontrer. Parce que quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le même problème. En 1990, par exemple, on a dit que voilà, il y a d'autres qui ont tort et certains ont raison. Et ça a créé des situations qui n'ont pas été vraiment résolues. Et on est retourné dans le piège en 1999, en 2002. Et en ce moment, on est dans une situation où, en réalité, on n'a pas véritablement touché de façon profonde les problèmes de réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que ça fait peur. Ça fait peur. En réalité, le problème n'est pas résolu en Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire est profondément un problème de nationalité et de citoyenneté. Et tant qu'on va fuir ce problème, on sera toujours confronté, ça va toujours nous rattraper. Mais il va falloir qu'on ait le courage de s'asseoir pour en parler et prendre des résolutions nouvelles qui vont bénéficier à toute la nation. Et donc, la vengeance, en voulant punir les autres, ne sera jamais la solution. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont perdu la guerre, on le dirait, le président Gbagbo en prison, ceux qui l'aiment et qui sont de son côté préfèrent ne pas s'engager. Et un jour, si la situation se renverse, on se retrouve à la case de départ. Ceux qui étaient du Nord, par exemple, ou bien qui se sont rebellés, qui ont dit qu'on voulait faire la justice, quand on retourne là, et d'autres personnes viennent au pouvoir, on repart à la case. Donc c'est un cycle infernal de non-résolution des conflits. Il va falloir que on s'asseye pour dire, attention, notre pays est différent en ce moment. Quelles sont les causes profondes auxquelles nous sommes confrontés en ce moment? Et moi, je pense personnellement, après avoir fait des recherches dans le domaine, que c'est un problème de nationalité et de citoyenneté. Il va falloir clarifier ces situations. Parce que la Côte d'Ivoire a été un pays qui est... On n'a pas délimité comment dirais-je, les borders, les frontières. Malheureusement, quand on regarde, on se rend compte que les cultures qui sont représentées dans les pays voisins sont aussi représentées en Côte d'Ivoire. Et les relations sont complexes. Et ça crée une situation de la nationalité ivoirienne et de la citoyenneté des Ivoiriens. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas ivoiriennes en Côte d'Ivoire, pendant qu'elles pensent qu'elles sont ivoiriennes. Donc c'est des choses qui sont sérieuses. Et ça fait mal quand on touche ça. Donc je voulais inviter
les autorités ivoiriennes à prendre ça comme l'élément essentiel à la recherche de la réconciliation parmi les Ivoiriens. On ne fait pas de réconciliation de façade. Ça va finir par nous rattraper toujours. Il faut trouver la solution en cherchant les causes profondes et non les causes superficielles. Merci beaucoup. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, il fallait qu'on touche un peu du doigt le problème de la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas inviter le docteur Koné, expert en résolution de conflits, sans bien sûr aborder cet aspect des choses. Je voudrais, docteur, merci, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier d'éclairer notre lanterne, d'éclairer la lanterne des éditeurs d'Ivoire TV. Bonsoir, dormez bien. Encore une fois de plus, je voudrais, sans exagérer, je voudrais saluer encore JC Dubois, de la radio JC66, qui fait aussi la promotion d'Ivoire TV tous les dimanches. Je suis cette radio qui est suivie à travers le monde entier. JC, bonsoir, merci beaucoup. Et puis nous prenons rendez-vous bien sûr pour le dimanche prochain. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean Kwasi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.